Une femme noire a donné naissance à un enfant blanc et a été abandonnée par son mari. Des années plus tard, à l'hôpital, Élise se réveilla tôt ce matin-là, ressentant un mélange d'excitation et de nervosité dans son ventre, comme des papillons. Elle se leva précautionneusement, en veillant à ne pas réveiller Marc, qui dormait encore profondément à ses côtés. Élise se dirigea vers la pièce qui deviendrait bientôt la chambre de son fils, Guillaume. En regardant cet espace vide, Élise ne put s'empêcher de sourire. Les murs blancs, encore nus, semblaient être une toile vierge, prête à être remplie d'amour et de couleurs. Elle commença à imaginer à quoi ressemblerait la chambre une fois terminée, avec un berceau douillet, un fauteuil à bascule et des étagères remplies de livres et de jouets. Quelques minutes plus tard, Marc entra dans la pièce, en bâillant et s'étirant. « Bonjour, ma chérie », dit-il en entourant Élise de ses bras et en déposant un doux baiser sur sa joue. « Tu penses déjà à la décoration ?» Élise acquiesça en se blottissant contre lui. « Oui, je veux que ce soit parfait pour notre petit. Je pensais peindre les murs en jaune pour que la pièce soit gaie et accueillante. » Marc fronça légèrement les sourcils. « Jaune ? Tu ne penses pas que le bleu serait mieux ? C'est une couleur apaisante et on dit qu'elle aide les bébés à mieux dormir. » Élise recula d'un pas, croisant les bras sur sa poitrine. « Mais le jaune est neutre et joyeux. De plus, je ne veux pas enfermer notre enfant dans des stéréotypes de genre dès le départ. » « Il ne s'agit pas de stéréotypes, » répliqua Marc, sa voix montant légèrement. « Il s'agit de créer le meilleur environnement pour notre bébé. » La tension entre eux commença à monter, leurs opinions divergeant sur quelque chose d'apparemment simple. Cependant, lorsqu'ils se regardèrent, leurs expressions s'adoucirent. Tous deux savaient qu'au fond, ils voulaient la même chose, le meilleur pour leur enfant. Élise soupira en prenant la main de Marc. « Écoute, je sais que nous avons tous les deux des opinions bien arrêtées à ce sujet, mais si on trouvait un compromis, nous pourrions peindre les murs d'un jaune doux et ajouter des touches de bleu comme les rideaux ou un tapis. » Marc réfléchit un moment avant de hocher la tête. « Ça me va, je suis désolé de m'être emporté. Je veux juste que tout soit parfait pour Guillaume. »« Moi aussi, » répondit Élise en serrant sa main. « Et ce le sera. » Ils se prirent dans les bras au milieu de la pièce vide, laissant leur amour et leur excitation pour l'arrivée de leur fils remplir l'espace. Au cours des semaines suivantes, Élise et Marc travaillèrent sans relâche sur la chambre du bébé. Ils peignirent les murs d'un jaune doux et ajoutèrent des rideaux et un tapis bleu. Ils remplirent la chambre de meubles et d'accessoires qu'ils avaient choisis ensemble, chacun reflétant leur amour et leur dévouement pour leur fils. À mesure que la date d'accouchement approchait, la pièce se transforma en un havre de paix accueillant, prêt à recevoir leurs nouveaux membres de la famille. Élise et Marc se retrouvaient souvent assis dans le fauteuil à bascule, imaginant à quoi ressemblerait leur vie une fois que Guillaume serait là. Élise et Marc s'étaient rencontrés à l'université un jour d'automne pluvieux. Élise courait à travers le campus, essayant d'arriver à son cours à temps, lorsqu'elle glissa soudainement dans une flaque d'eau et tomba par terre, ses livres et papiers se dispersant partout. Alors qu'elle luttait pour se relever, une main apparut devant elle. Elle leva les yeux et vit un jeune homme grand et séduisant avec un sourire bienveillant. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il en l'aidant à se relever. Élise acquiesça, gênée. « Oui, merci. Je suis juste un peu mouillée et sale. » Le jeune homme rit, un son chaleureux et réconfortant. « Ne t'inquiète pas pour ça. Laisse-moi t'aider avec tes affaires. » Tandis qu'il ramassait ses affaires, Élise ne pouvait s'empêcher de se sentir attirée par la gentillesse et le charme du jeune homme. Il se présenta sous le nom de Marc, et malgré les réticences initiales de Élise, il insista pour la raccompagner à son cours. Dès ce moment, Marc commença à chercher Élise sur le campus, lui apportant du café les matins froids et lui proposant d'étudier avec elle à la bibliothèque. Au début, Élise était hésitante, consciente de leurs différences de milieu. Elle venait d'une famille modeste et qui avait du mal à joindre les deux bouts, tandis que Marc venait d'un milieu aisé. Cependant, la persévérance et la sincère gentillesse de Marc finirent par la conquérir. Élise commença à s'ouvrir à lui, partageant ses rêves et ses peurs. Ils découvrirent que malgré leurs différences de milieu, ils avaient de beaucoup en commun. Un amour pour l'apprentissage, une passion pour aider les autres et un désir de créer un avenir meilleur. Avec le temps, leur amitié se transforma en quelque chose de plus profond. Ils se retrouvaient à voler des moments ensemble entre les cours, se promenant main dans la main à travers le campus et partageant des baisers à la bibliothèque. Leur amour était comme un phare de lumière au milieu des pressions et des difficultés de la vie universitaire. Un jour d'automne, 2 ans après leur première rencontre, Marc emmena Élise dans un parc à proximité. Les feuilles craquaient sous leurs pieds tandis qu'ils marchaient, l'air vif et revigorant. Soudain, Marc s'arrêta et se tourna vers Élise, prenant ses mains dans les siennes. « Élise, commença-t-il, sa voix tremblante d'émotion, ces 2 dernières années avec toi ont été les meilleures de ma vie. Tu m'as appris ce que signifie aimer et être vraiment aimé. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Les larmes aux yeux,
Marc mit un genou à terre et sortit une petite boîte de sa poche. « Élise, mon amour, veux-tu me faire l'honneur de m'épouser ? Je veux passer le reste de ma vie avec toi à travers les bons et les mauvais moments. » Élise poussa un cri de surprise, des larmes de bonheur roulant sur ses joues. « Oui » murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. « Oui, je veux t'épouser !» Marc glissa l'anneau à son doigt et se leva, enveloppant Élise dans une étreinte serrée. Ils s'embrassèrent sous les feuilles qui tombaient, leur amour plus fort que jamais. Ils se marièrent lors d'une petite cérémonie, entourés de leurs amis les plus proches et de leur famille. Alors qu'ils échangèrent leurs vœux, ils se sont promis de s'aimer et de se soutenir à travers toutes les épreuves que la vie pourrait leur réserver. Le jour de l'accouchement est arrivé, mêlant excitation et angoisse. Élise et Marc se sont rendus à l'hôpital tôt le matin, le cœur battant d'anticipation. Rapidement emmenés en salle d'accouchement, les contractions de Élise se sont intensifiées. Marc est resté à ses côtés tout au long du processus, lui tenant la main et la réconfortant. « Allez mon amour, tu peux le faire » murmura-t-il, en embrassant son front en sueur. « Bientôt nous aurons notre bébé dans nos bras. » Élise serra les dents lors d'une nouvelle contraction, son corps tendu sous l'effort. « Ça fait tellement mal » gémit-elle, des larmes coulant sur ses joues. « Je ne sais pas si je peux continuer. Tu es la femme la plus forte que je connaisse » dit Marc en la regardant dans les yeux. « Je suis là avec toi. » Avec une détermination renouvelée, Élise se concentra sur sa tâche, respirant profondément et poussant lorsque les contractions atteignaient leur apogée. Après des heures de travail, le moment tant attendu arriva enfin. Avec une dernière poussée et un cri d'effort, Élise donna naissance à son fils. Les pleurs du bébé remplirent la pièce et l'infirmière le souleva en souriant. « Félicitations, vous avez un beau garçon en bonne santé. » Cependant, tandis que l'infirmière nettoyait le bébé, il devint évident que quelque chose n'allait pas. La peau du bébé, au lieu de la teinte brune attendue, était étonnamment blanche. Épuisée par l'accouchement, Élise ne remarqua pas immédiatement cette anomalie. Elle tendit la main, impatiente de tenir son fils. « Laissez-moi le voir » murmura-t-elle, un sourire fatigué mais heureux sur le visage. Mais Marc, debout, à côté du lit, était stupéfait à la vue du bébé. Son esprit s'emballait, essayant de comprendre ce qu'il voyait. « Comment est-ce possible ?» balbutia-t-il, la voix tendue de confusion et de colère grandissante. Saisissant la tension, l'infirmière plaça rapidement le bébé dans les bras de Élise. Élise regarda son fils, son bonheur initial se transformant en confusion en remarquant la teinte inhabituelle de sa peau. « Marc » dit-elle en levant les yeux vers son mari. « Que se passe-t-il ? Pourquoi notre bébé est-il comme ça ?» L'expression de Marc se durcit, ses yeux remplis d'accusation. « Je ne sais pas, Élise, dis-moi, comment se fait-il que notre fils soit blanc ?» Élise resta sans voix, choquée par cette insinuation. « Qu'est-ce que tu insinues ? Tu sais que je t'ai toujours été fidèle. »« Vraiment ?» demanda Marc, sa voix montant avec une colère à peine contenue. « Parce que je ne vois aucune autre explication à cela. » Se sentant mal à l'aise face à la scène qui se déroulait, l'infirmière s'excusa rapidement et quitta la pièce. Élise serra le bébé contre sa poitrine, des larmes fraîches coulant sur ses joues. « Marc, je t'en prie » supplia-t-elle, « il doit y avoir une explication. Peut-être que c'est un gène récessif ou quelque chose du genre, mais je ne t'ai jamais trompé. » Marc passa ses mains dans ses cheveux, son corps tremblant d'émotion. « Je ne sais pas quoi penser, Élise. Tout cela n'a aucun sens. » L'atmosphère dans la salle d'accouchement, qui jusque-là était remplie de joie et d'excitation, devint tendue et sombre. La méfiance et les accusations flottèrent dans l'air, éclipsant l'événement miraculeux qui venait de se produire. Élise regarda son fils, le cœur rempli à la fois d'amour et de peur. Elle savait qu'il était innocent dans toute cette histoire, mais elle ne pouvait s'empêcher de sentir que sa naissance avait déclenché quelque chose qui allait bouleverser leur vie. Elle murmura doucement. « S'il te plaît, ne faisons pas de suppositions hâtives. Parlons aux médecins, voyons s'ils peuvent nous donner des réponses. » Mais Marc semblait perdu dans ses pensées, son regard distant et froid. « J'ai besoin de prendre l'air, » murmura-t-il en s'éloignant du lit. « Je ne peux pas gérer ça maintenant. » Avec cela, il quitta la pièce, laissant Élise seule avec son nouveau-né et un sentiment croissant de peur. Elle regarda le petit Guillaume, le berçant contre elle alors qu'elle pleurait en silence. « Tout ira bien, mon amour » murmura-t-elle, bien qu'elle n'était pas certaine de croire à ses propres mots. « Peu importe ce qui se passe, je t'aimerai et te protégerai toujours. » Mais même en prononçant ces mots, Élise ne pouvait s'empêcher de sentir que son monde, autrefois si plein de promesses et d'espoir, commençait à s'effondrer autour d'elle. La naissance de Guillaume, qui aurait dû être le moment le plus heureux de sa vie, était désormais entachée de doutes, d'accusations et d'un avenir incertain. Elle ne pouvait que prier pour qu'ils trouvent un moyen de surmonter cela. Dans les jours qui suivirent la naissance de Guillaume, la tension entre Élise et Marc ne fit qu'augmenter. Ce qui aurait dû être une période de joie et d'unité
fut gâché par la méfiance et les accusations. Incapable de comprendre comment leur fils pouvait sembler si différent d'eux, Marc était rongé par la colère et le doute. Il passait des heures loin de la maison, évitant Élise et le bébé, son esprit tourmenté par des pensées sombres. Pendant ce temps, Élise luttait pour récupérer de l'accouchement et pour faire face à la responsabilité écrasante de s'occuper seule d'un nouveau-né. Elle essayait de raisonner avec Marc, le suppliant de l'écouter. « Marc, s'il te plaît, implorait-elle en berçant Guillaume dans ses bras, tu dois me croire. Je ne t'ai jamais été infidèle. Il doit y avoir une explication à cela, peut-être quelque chose dans nos gènes que nous ignorons. » Mais Marc ne voulait rien entendre. « Une explication génétique ?» railla-t-il, ses yeux froids et durs. « Tu veux vraiment que je croie ça? Que deux personnes terre en noir peuvent avoir un bébé blanc? Je ne suis pas stupide, Élise. Je ne comprends pas non plus, pleura Élise, des larmes de frustration roulant sur ses joues. Mais au fond de moi, je sais que ce bébé est le tien, le nôtre, un fruit de notre amour. Marc secoua la tête, un rire amer échappant de ses lèvres. L'amour, comment puis-je y croire quand tu m'as trahi de la manière la plus fondamentale? Je ne t'ai pas trahi, insista Élise, sa voix se brisant. Marc, nous avons traversé tellement de choses ensemble. Penses-tu vraiment que je ferais une telle chose, que je détruirais tout ce que nous avons construit? Un instant, il sembla que Marc hésitait, le doute et la douleur se disputant sur son visage, mais son expression se durcit à nouveau. « Je ne sais plus en quoi croire », dit-il doucement, détournant le regard. Les jours se transformèrent en semaines et la situation ne fit qu'empirer. Marc refusait de tenir ou d'interagir avec Guillaume, traitant le bébé comme un étranger dans sa propre maison. Élise se sentait impuissante, déchirée entre son amour pour son mari et son besoin de protéger son fils. Enfin, un jour, les choses atteignirent un point de non-retour. Lors d'une dispute houleuse, Marc finit par exprimer les pensées sombres qui le consumaient. « Je ne peux pas faire ça, Élise, dit-il, sa voix tremblant d'émotion. Je ne peux pas vivre chaque jour en regardant cet enfant et en me demandant à qui il appartient vraiment. Je ne supporte pas l'idée que tu m'aies trompé. » Élise le regarda, horrifiée, serrant Guillaume contre elle. « Marc, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous sommes une famille. » Mais Marc avait déjà pris sa décision. « Nous ne sommes plus une famille, » dit-il, son ton froid et définitif. « Je ne peux pas te faire confiance, Élise, et je ne peux pas aimer un enfant qui n'est pas le mien. » Là-dessus, il se détourna pour partir, ignorant les supplications et les sanglots de Élise. Dans sa confusion et sa colère, il avait décidé qu'il ne pouvait pas rester, qu'il ne pouvait pas affronter la réalité de leur situation. « Marc, où vas-tu » cria Élise, la panique montant dans sa voix. « Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. » Mais Marc ne répondit pas, l'autre avançant comme un homme en transe, en rangeant quelques-unes de ses affaires. Élise le regardait impuissante, son cœur se brisant à chaque instant qui passait. Finalement, Marc s'arrêta, regardant Élise avec une expression indéchiffrable. « Viens avec moi, dit-il, son ton presque robotique. Toi et le bébé, je vais vous emmener dans un endroit où vous pourrez rester un moment, jusqu'à ce que je puisse comprendre tout ça. » Désespérée et effrayée, Élise ne voyait pas d'autre option. Elle emballa rapidement quelques affaires pour elle et pour Guillaume et suivit Marc jusqu'à la voiture, ne sachant pas que cette décision allait changer le cours de leur vie à jamais. Le trajet à travers la forêt fut tendu et silencieux. Les seuls sons étant le doux ronronnement du moteur et les gémissements occasionnels de Guillaume. Élise s'accrochait à son fils, son esprit tourbillonnant de pensées sur ce que l'avenir leur réservait. Marc conduisait comme un homme possédé, les jointures blanches contre le volant. Finalement, il s'arrêta dans une clairière isolée, la forêt dense et menaçante les entourant. « Attends ici, dit-il d'une voix dure et distante. J'ai besoin de récupérer quelque chose, je ne serai pas long. » Élise le regarda, les yeux remplis de confusion et de peur. « Marc, que se passe-t-il? Pourquoi sommes-nous ici ?» Mais Marc était déjà sorti de la voiture, se dirigeant vers la forêt sans un regard en arrière. Élise attendait, les minutes s'écoulant lentement, son angoisse grandissant à chaque instant. Guillaume commença à pleurer, peut-être ressentant la tension dans l'air. Élise le berça doucement, essayant de calmer ses peurs ainsi que les siennes. « Chut, ça va aller, mon amour, » murmura-t-elle, bien que ses propres mots lui paraissaient vides de sens. « Papa reviendra bientôt, tout ira bien. » Mais les minutes se transformèrent en 1 heure et Marc ne revenait toujours pas. Élise sortit de la voiture, marchant nerveusement, tout en essayant de consoler Guillaume. Puis elle entendit le bruit indubitable d'un moteur qui démarre. Son cœur se serra, une froideur terrible l'envahissant. « Marc !» cria-t-elle, courant vers la source du bruit. « Marc, attends !» Mais c'était trop tard. Elle émergea de la forêt juste à temps pour voir Marc monter dans une autre voiture, disparaissant au loin, le bruit du moteur s'évanouissant jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le silence. Élise, qui ne savait pas conduire, resta là, choquée et incrédule, son esprit luttant pour comprendre ce qui venait de se passer. Marc, son mari, son amour, l'avaient abandonnée. Il l'avait laissée, elle et leur fils, sans défense au milieu de nulle part.
Un sanglot étranglé échappa de sa gorge, ses genoux fléchirent sous elle. Elle s'effondra au sol, serrant Guillaume contre sa poitrine, tandis que les larmes coulaient sur son visage. « Comment as-tu pu ?» murmura-t-elle, sa voix brisée par la douleur et la trahison. « Comment as-tu pu nous faire ça, Marc ?» Mais il n'y avait aucune réponse, seulement le silence assourdissant de la forêt et les doux pleurs de son fils. Élise se permit de pleurer un instant, son cœur se brisant pour la vie qu'elle avait connue, pour l'amour qu'elle avait cru incassable. Puis Guillaume remua dans ses bras, son petit visage se froissant d'inconfort. Et à ce moment-là, quelque chose changea en Élise. Une détermination farouche s'empara d'elle, dissipant le brouillard du désespoir. Elle ne pouvait pas s'effondrer, pas maintenant. Elle avait son fils qui avait besoin d'elle, qui dépendait d'elle. Elle devait être forte, elle devait trouver un moyen de sortir de ce pétrin. Les jambes tremblantes, Élise se releva, tenant Guillaume bien serré contre elle. Elle regarda autour d'elle, essayant de s'orienter, de trouver un signe de civilisation. Il n'y avait rien d'autre que des arbres à perte de vue. Elle n'avait aucune idée d'où elle se trouvait, ni de la direction à prendre, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester là. « Nous allons nous en sortir, Guillaume, dit-elle, sa voix encore tremblante mais pleine de détermination. Maman va s'occuper de toi, je te le promets. » Elle fit un pas en avant, puis un autre. À chaque pas, elle sentait quelque chose en elle se durcir, une résolution inflexible prendre forme. Elle marcherait jusqu'à ce que ses jambes ne la portent plus. Elle se battrait jusqu'à ce que ses forces l'abandonnent. Elle ferait tout, absolument tout, pour protéger son fils. Car c'est ce qu'une mère faisait, et peu importe ce que le monde ou même Marc pourrait penser, elle était la mère de Guillaume. Élise erra à travers la forêt pendant ce qui lui sembla des heures, son corps épuisé et son esprit engourdi par la fatigue et le désespoir. Guillaume avait cessé de pleurer, mais ce silence ne faisait qu'accroître son inquiétude. Juste au moment où elle commençait à perdre espoir, elle entendit un bruit au loin, un aboiement. Ce son fut suivi de pas puis d'une voix appelant. « Bonjour, y a-t-il quelqu'un » Élise faillit pleurer de soulagement. « Ici » cria-t-elle, la voix rauque de soif et d'émotion. « Nous sommes ici » D'entre les arbres apparut une silhouette, une femme âgée, son visage marqué par les rides, mais empreint de gentillesse, suivi de près par un chien à l'air robuste. La femme s'arrêta en voyant Élise, ses yeux remplis de surprise et d'inquiétude. « Mon Dieu, ma chère !» dit-elle en se précipitant vers elle. « Que vous est-il arrivé? Est-ce que ça va ?» Élise ouvrit la bouche pour répondre, mais un sanglot s'échappa à la place. La femme ne perdit pas de temps. Elle enlaça Élise, prenant soin de ne pas serrer Guillaume trop fort. « Voilà, voilà » murmura-t-elle en tapotant doucement le dos de Élise. « Vous êtes en sécurité maintenant. Nous allons prendre soin de vous. » Elle guida Élise à travers la forêt, parlant doucement tout au long du chemin. Elle se présenta sous le nom de Madame Thérèse et présenta le chien comme Léo. Bientôt, elles arrivèrent à une petite cabane, accueillante et bien entretenue. À l'intérieur, Madame Thérèse insista pour que Élise s'asseye pendant qu'elle préparait de quoi manger. Léo s'enroula au pied de Élise, sa présence réconfortante et chaleureuse. « Maintenant, dit Madame Thérèse en posant un bol de soupe fumant devant Élise, voulez-vous me raconter ce qui s'est passé? Comment avez-vous fini dans la forêt avec un bébé dans les bras ?» Élise hésita, la honte et la douleur encore vives, mais quelque chose dans le regard bienveillant de Madame Thérèse l'encouragea à parler, les mots jaillissant en un flot. Elle parla de Marc, de leur amour et de leurs rêves pour l'avenir, de la naissance de Guillaume et de la réaction de Marc, des accusations et de la tension croissante, et finalement de l'abandon, de se retrouver seule et sans défense dans la forêt. Tout au long de son récit, Madame Thérèse écouta, son visage reflétant compréhension et compassion. Lorsqu'Élise eut fini, épuisée et vidée, Madame Thérèse lui prit la main. « Ce qu'ils vous ont fait est impardonnable, » dit-elle, sa voix ferme mais douce. « Mais vous n'êtes pas seule, Élise. Je sais ce que c'est que d'être abandonnée, laissée à soi-même. » Elle continua en racontant sa propre histoire, un mariage jeune et passionné, des promesses faites et brisées, et le jour où elle s'était réveillée pour trouver son mari parti, emportant tout sauf la cabane dans laquelle elle vivait désormais. « J'ai cru que ma vie était terminée ce jour-là. » Madame Charlotte dit, ses yeux perdus dans le vide, « Mais je continuais. J'ai découvert en moi une force que je ne soupçonnais pas. Tout comme toi, tu le feras. » Élise sentit de nouveau les larmes monter, mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude, de connexion. Ici, dans cette cabane cachée au fond de la forêt, elle avait trouvé non seulement un abri, mais aussi une compréhension, peut-être même une lueur d'espoir. « Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous en avez besoin » dit Madame Charlotte en serrant la main de Élise. « Toi et Guillaume, cet endroit peut devenir votre foyer, si tu le souhaites. » Élise regarda autour d'elle cette cabane chaleureuse et accueillante et le visage bienveillant et compréhensif de Madame Charlotte. Elle pensa au monde extérieur, incertain et effrayant, un monde qu'elle devait maintenant affronter seule. Mais peut-être, pensa-t-elle, en regardant Guillaume endormi dans ses bras, n'était-elle pas si seule après tout?
Peut-être qu'en cet ami inattendu, elle avait trouvé non seulement un refuge, mais une famille. « Merci », chuchota-t-elle, le mot chargé d'émotion. Madame Charlotte se contenta de sourire, un sourire qui promettait non seulement du réconfort, mais aussi de la force. Les jours se transformèrent en semaines et les semaines en mois. La vie dans la cabane de Madame Charlotte devint une routine, mais une routine que Élise apprit à apprécier. Elle se réveillait tôt chaque matin, souvent au son des doux gazouillis de Guillaume. Elle le nourrissait et le changeait, trouvant de la joie dans ses petits sourires et ses rires. Ensuite, elle rejoignait Madame Charlotte pour le petit déjeuner, souvent un repas simple mais satisfaisant composé d'œufs et de tortillas. Pendant qu'elle mangeait, elle planifiait leur journée. Il y avait beaucoup à faire autour de la cabane. Laver les vêtements, cuisiner, nettoyer, s'occuper du jardin. Élise s'investissait pleinement dans ses tâches, trouvant un sens dans leur accomplissement. Ses mains, habituées à une vie plus douce, se couvrirent d'ampoules et de callosité. Mais avec le temps, elles s'endurcirent, tout comme sa détermination. Madame Charlotte était une présence constante et réconfortante. Elle apprenait à Élise les compétences nécessaires pour unir à sa nouvelle vie. Comment préparer un bouillon de poulet riche, comment raccommoder une chemise déchirée, comment calmer un bébé en pleurs. Mais plus encore, elle lui offrait sagesse et compagnie. Les longs après-midi, pendant que Guillaume faisait sa sieste, elles s'asseyaient ensemble et discutaient. Madame Charlotte partageait des histoires de sa propre vie, les défis qu'elle avait surmontés et comment elle les avait surmontés. « La vie n'était jamais facile, mon enfant, disait-elle, ses yeux brillants de sagesse acquise par l'expérience. Mais nous sommes plus forts que nous ne le pensons. » Élise absorbait ces paroles, les laissant s'enraciner dans son cœur, et au fil des jours, elle commença à croire qu'elles pouvaient être vraies. Il y avait bien sûr des moments où la douleur de la trahison de Marc la frappait à nouveau, la laissant sans souffle et désorientée. Des moments où elle regardait Guillaume et se demandait comment elle pourrait l'élever seule, comment elle pourrait être à la fois mère et père. Mais dans ces moments-là, Madame Thérèse était toujours là, prête à offrir une épaule sur laquelle pleurer ou une main à tenir, et Élise se sentait de plus en plus capable de repousser ses pensées, se concentrant sur le présent plutôt que sur le passé. Il y avait une sérénité dans cette vie qu'elle n'avait jamais connue vécue auparavant. Dans le silence de la forêt, au rythme régulier des tâches quotidiennes, elle trouva un sentiment d'appartenance. Elle voyait Guillaume grandir et changer, ses balbutiements se transformant en mots, ses premiers pas hésitants se convertissant en courses. En lui, elle voyait de l'espoir, elle voyait l'avenir, et avec le temps, elle commença à voir cet espoir et cet avenir pour elle-même aussi. Elle commença à imaginer une vie au-delà de la douleur et de la trahison, une vie de but et de paix. Un jour, tandis qu'elle étendait le linge sous le soleil chaud, Madame Thérèse s'approcha d'elle. Pendant un moment, elles restèrent simplement ensemble, admirant la beauté tranquille de la forêt. « Tu fais du bon travail, Élise, » dit Madame Thérèse, sa voix douce mais ferme. « Avec Guillaume, avec tout, j'espère que tu le sais. » Elles restèrent là un instant, deux femmes liées par les circonstances et forgées par l'adversité. Elles n'étaient là pas mère et fille, du moins pas par le sang, mais dans tous les aspects importants, elles étaient de la famille. Les années passèrent et le petit Guillaume devint un garçon curieux et intelligent. Sous les soins affectueux de Élise et l'enseignement sage de Madame Thérèse, il s'épanouit comme une plante sous le soleil. Dès le début, Élise était déterminée à offrir à Guillaume la meilleure éducation possible. Bien qu'il vivait loin des écoles et des bibliothèques, elle transforma la cabine en salle de classe et la forêt en laboratoire. Elle lui enseigna la lecture en utilisant les quelques précieux livres que Madame Thérèse avait accumulés au fil des ans. Ensemble, ils parcoururent des classiques comme Don Quichotte et l'Iliade, avec Élise expliquant patiemment les mots et les concepts difficiles. Mais c'était Madame Thérèse qui éveilla véritablement la passion de Guillaume pour l'apprentissage. Avec sa vaste connaissance de la nature, elle l'emmenait en longue promenade dans la forêt, lui montrant les différentes plantes et animaux. « Regarde Guillaume, disait-elle en se baissant pour pointer une petite pousse verte émergeant du sol, c'est un jeune chêne. Bien qu'il soit petit maintenant, un jour il deviendra un grand arbre. » Les yeux de Guillaume s'illumineraient d'émerveillement, son jeune esprit déjà en ébullition de questions. Comment grandit-il si grand? Que mange-t-il? Combien de temps cela prend-il? Madame Thérèse souriait, ravie de sa curiosité. Ah, ce sont de bonnes questions. Découvrons-le ensemble. Et ainsi, ils passèrent des heures à examiner les feuilles et le sol, à discuter des mystères de la photosynthèse et des nutriments. Guillaume absorbait chaque information comme une éponge, toujours avide d'en savoir plus. En grandissant, sa soif de connaissance ne fit que se renforcer. Il passait des heures à errer dans la forêt, observant les insectes et les oiseaux, ramassant des échantillons de pierres et de plantes. Parfois, Élise se préoccupait de son intensité, de la manière dont il semblait se perdre dans ses propres pensées. « Es-tu sûr que c'est normal ?
demandait-elle à Madame Thérèse en regardant Guillaume griffonner furieusement dans l'un de ses nombreux carnets. Ne devrait-il pas jouer avec d'autres enfants, faire des choses de deux garçons normales? Mais Madame Thérèse secouait simplement la tête, un sourire sage sur le visage. Il est spécial, Élise. Son esprit fonctionne différemment. Il a besoin d'être nourri, pas étouffé. Ainsi, Élise apprit à accepter les particularités de son fils, à encourager ses passions plutôt qu'à les réprimer. Lors de ses rares visites en ville, elle lui rapportait des livres, lui posait des questions sur ses dernières découvertes et l'écoutait patiemment parler des merveilles du monde naturel. Ce n'était pas une enfance conventionnelle, mais elle était remplie d'amour et d'émerveillement. Il y avait bien sûr des moments où Guillaume aspirait à autre chose. Il regardait les oiseaux voler au-dessus des arbres et rêvait de découvrir ce qu'il y avait au-delà de la forêt, au-delà des frontières de son petit monde. Un jour, en aidant Madame Thérèse à désherber le jardin, il exprima enfin ses désirs. « Madame Thérèse, dit-il, sa voix hésitante, pensez-vous que j'aurai un jour la possibilité d'aller dans une vraie école, d'apprendre des choses que je ne peux pas apprendre ici ?» Madame Thérèse se redressa sur ses talons, regardant Guillaume avec des yeux sérieux. « C'est ce que tu veux? Aller ailleurs? Apprendre de nouvelles choses ?» Guillaume hésita puis hocha la tête. « Je pense que oui. Il y a tant de choses que je veux savoir, tant de choses que je veux voir. » Madame Thérèse soupira, mais ce n'était pas un soupir de déception, mais de compréhension. « Je savais toujours qu'on ne pourrait pas te garder ici pour toujours, » dit-elle. « Tu as un destin plus grand que cette forêt, Guillaume. » Elle prit ses mains, ses paumes calleuses contre les siennes. « Si c'est ce que tu veux, alors nous t'aiderons à y parvenir, ta mère et moi, parce que ton bonheur est tout ce que nous avons toujours désiré. » Guillaume sentit les larmes lui monter aux yeux, sa gorge se serrant d'émotion. « Merci, murmura-t-il. « Merci. » En entrant dans l'adolescence, sa passion pour l'apprentissage ne fit que s'intensifier. Il passait des heures penché sur des livres de biologie et de médecine que Élise avait réussi à obtenir lors de ses voyages en ville, ses yeux dévorant chaque mot. « Maman, dit-il un jour, levant les yeux d'un gros tome sur l'anatomie, je veux devenir médecin. » Élise, qui était en train de raccommoder une chemise, s'arrêta, la surprise et l'émotion se disputant sur son visage. « Un médecin? Guillaume, c'est merveilleux. » Guillaume sourit, mais il y avait dans ses yeux une gravité qui dépassait son âge. « Je veux aider les gens, s'y dit-il. Je veux faire une différence, tout comme tu l'as toujours voulu. » Élise ressentit un serrage à la gorge. Après tant d'années passées à se concentrer sur la survie et à offrir à Guillaume la meilleure vie possible, elle avait enfoui ses propres rêves au plus profond d'elle-même. Mais maintenant, en écoutant son fils, elle sentait ses rêves refaire surface. « J'ai toujours voulu être médecin, » avoua-t-elle, sa voix empreinte de nostalgie. « Avant tout, je voulais aider les gens, soigner les maladies, soulager la douleur. » Guillaume lui prit la main, les yeux brillants de détermination. « Alors c'est ce que je ferai pour toi, pour moi, pour toutes les personnes que nous pourrons aider. » Élise ne put contenir les larmes qui coulèrent désormais sur ses joues. Elle serra Guillaume dans ses bras, le cœur rempli d'un mélange de fierté et d'amour. « Je sais que tu le feras, » murmura-t-elle. Dès ce jour, Guillaume poursuivit son objectif avec une intensité renouvelée. Il étudia tard dans la nuit, mémorisant des termes médicaux et des processus biologiques. Il s'exerça au premier secours avec Madame Thérèse, apprenant à panser les blessures et à immobiliser les os fracturés. Mais à l'approche du départ pour l'université, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une lueur de doute. « Et si je n'étais pas prêt ?» confia-t-il un jour à Madame Thérèse alors qu'il ramassait des herbes dans le jardin. « Et si je n'étais pas à la hauteur ?» Madame Thérèse se redressa, le regardant avec une grande sérieux. « Guillaume, je t'ai vu évoluer d'un enfant curieux à un jeune homme avec plus de compassion et de détermination que je n'en ai vu chez beaucoup d'adultes. Si quelqu'un est prêt pour cela, c'est bien toi. » Guillaume déglutit, sentant ses doutes se dissiper un peu. « Mais le monde extérieur, il est tellement différent de ce que je connais. Et si je ne m'adapte pas ?» Madame Thérèse sourit, ce sourire sage que Guillaume avait appris à aimer. « Tu t'adapteras, comme tu l'as toujours fait. Et souviens-toi, peu importe ce qui arrive, tu auras toujours une maison ici. Tu auras toujours des gens qui t'aiment et croient en toi. » La veille du départ de Guillaume pour l'université, Élise l'appela pour une conversation sérieuse. Il y avait une tension dans sa posture, une ombre dans ses yeux que Guillaume n'avait jamais vue auparavant. « Guillaume, commença-t-elle, sa voix tremblante, il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose au sujet de ton père. » Guillaume s'assit, le cœur battant. Au cours de toutes ces années, Élise avait rarement mentionné son père. Tout ce qu'il savait, c'était que son père était décédé lorsqu'il était bébé. « Maman, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, essayant de garder sa voix stable. Élise prit une profonde inspiration, comme pour puiser de la force. « Ton père, il n'est pas mort, comme je t'avais fait croire. Il nous a abandonnés. » Guillaume sentit l'air lui manquer. « Abandonné ? Mais pourquoi ?
Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Élise. Lorsque tu es né, tu étais si différent de nous, si pâle, si blond. Ton père ne pouvait pas comprendre. Il pensait que j'avais été infidèle. Guillaume ressentit un tourbillon d'émotions, confusion, colère, douleur. Mais tu ne l'étais pas, dit-il, sa voix à peine un murmure. Élise secoua la tête. Non, jamais. Mais je n'ai pas pu le convaincre. Il nous a emmenés dans cette forêt et nous a laissés là. Guillaume se leva, commençant à faire les 100 pas. Son esprit tournait en rond, cherchant à comprendre cette nouvelle révélation. Toute sa vie, il avait ressenti l'absence de son père comme un vide constant. Et maintenant, il connaissait la vérité. « Pourquoi me dis-tu cela maintenant ?» demanda-t-il en se tournant vers sa mère. Élise s'approcha, prenant ses mains dans les siennes. « Parce que tu mérites, monsieur, de connaître la vérité. Parce que tu es sur le point d'entrer dans le monde, et je ne veux pas que tu aies des secrets, des doutes sur qui tu es ou d'où tu viens. » Guillaume regarda sa mère, la regarda vraiment, peut-être pour la première fois. Il vit la douleur dans ses yeux, les rides d'inquiétude sur son front, mais il vit aussi la force, la résilience. « Maman, dit-il, sa voix ferme avec conviction, toi et Madame Thérèse êtes ma famille, rien, pas même cela, ne changera cela. » Élise sanglota, attirant Guillaume dans une étreinte réconfortante. Ils se serrèrent l'un contre l'autre, trouvant du réconfort dans leur lien indéfectible. Le lendemain, lorsque Guillaume partit, il le fit avec une nouvelle détermination. Il savait qui il était, il connaissait la force d'où il venait, et il porterait cette force avec lui, peu importe où il irait. L'université était un défi, mais un défi auquel Guillaume faisait face avec une détermination sans faille. Il s'immergea dans ses études, sa passion pour l'apprentissage s'intensifiant encore plus à cause des épreuves qu'il avait traversées. Il y avait des moments de doute, des moments où il se demandait s'il appartenait vraiment à cet endroit. Mais il pensait alors à sa mère, à Madame Thérèse, à la foi inébranlable qu'elles avaient en lui, et il trouvait la force de continuer. Il termina ses études en tête de sa promotion, loué par ses professeurs comme l'un des chirurgiens cardiaques les plus prometteurs qu'ils aient jamais vus. Mais pour Guillaume, son plus grand accomplissement fut de voir la fierté dans les yeux de sa mère le jour de sa remise de diplôme. Élise murmura en le serrant fort « Je savais que tu y arriverais. » Guillaume sourit à travers ses propres larmes. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi, dit-il, sans toi et Madame Thérèse. Vous m'avez fait ce que je suis. » Guillaume prit son nouveau poste à l'hôpital local, son dévouement et ses compétences lui valant rapidement le respect de ses collègues. Il passait de longues heures en salle d'opération, son attention étant inébranlable alors qu'il travaillait pour sauver des vies. C'est au cours de l'une de ses interventions qu'il rencontra Marc. L'homme avait été amené avec une grave affection cardiaque, sa vie suspendue à un fil. Guillaume travailla avec acharnement, ses mains se mouvant avec précision et expertise. Les heures étaient tendues, pleines de hauts et de bas, mais au final, Guillaume sortit triomphant. Marc survivrait. Ce jour-là, Guillaume sauva la vie de son propre père. Bien que cela lui parût étrange lorsqu'il vit Marc, il ne laissa pas ses émotions prendre le dessus et se concentra simplement sur son travail. Quelques jours plus tard, alors que Guillaume effectuait ses tournées, il croisa Marc en convalescence. L'homme lui sourit en le voyant, sa voix encore faible mais chargée d'émotion. « Vous m'avez sauvé la vie. Je ne sais pas comment vous remercier. » Guillaume sourit, touché par la sincérité de l'homme. « Je faisais juste mon travail, » répondit-il. « Je suis heureux de voir que vous allez bien. » Mais Marc ne se contenterait pas d'un simple merci. Il insista pour que Guillaume vienne dîner chez lui une fois qu'il serait complètement rétabli. « S'il vous plaît, dit-il, c'est le minimum que je puisse faire. Ma famille voudra rencontrer l'homme qui m'a sauvé. » Guillaume hésita, peu habitué à une telle effusion, mais il y avait une sincérité dans les yeux de Marc qu'il ne pouvait pas ignorer. « D'accord, concéda-t-il. Une fois que vous serez sur pied et que j'aurai une soirée de libre, j'accepterai votre invitation. » Marc sourit en serrant la main de Guillaume avec gratitude. Au fil des semaines suivantes, Guillaume s'investit encore plus dans son travail. Il éprouvait une satisfaction dans ce qu'il faisait, un sentiment de but qu'il n'avait jamais connu, mais il ressentait aussi un poids, une responsabilité qui menaçait parfois de l'accabler. Il y avait des patients qu'il ne pouvait sauver, des familles qu'il devait réconforter. Chaque perte le peinait, chaque vie qu'il ne pouvait sauver était un fardeau sur son cœur. Guillaume rencontra Lucie à l'hôpital. Elle était une infirmière respectée, débordante de talent et de beauté. Peu après une rencontre fortuite dans la cafétéria de l'hôpital, Guillaume et Lucie commencèrent à se voir. Ce jour-là, Guillaume peinait à contenir son excitation alors qu'il conduisait Lucie sur la route familière menant à la cabane de son enfance. Il avait passé des mois à parler de ce moment, enfin pour présenter la femme qu'il aimait aux deux personnes les plus importantes de sa vie. Lucie, de son côté, était nerveuse. Elle savait combien Élise et Madame Thérèse comptaient pour Guillaume, combien elles avaient façonné la personne qu'il était aujourd'hui.
Elle désirait désespérément faire bonne impression. À leur arrivée, Élise et Madame Thérèse les attendèrent déjà sur le porche. Guillaume avait à peine arrêté la voiture qu'il en sortit en courant pour étreindre sa mère. « Maman, dit-il, la voix chargée d'émotion, tu m'as manqué. » Élise le serra fort dans ses bras, les larmes déjà coulant sur ses joues. « Tu m'as manqué aussi, mon garçon ?» Elle se tourna vers Lucie, qui s'était approchée timidement. « Et tu dois être Lucie, » dit-elle en ouvrant les bras. « Bienvenue, ma chère. » Lucie se trouva enveloppée dans l'étreinte, sa nervosité s'évanouissant devant cet accueil chaleureux. Par-dessus l'épaule de Élise, elle vit Madame Thérèse lui sourire, ses yeux brillants de sagesse et d'affection. Au fil de la journée, Lucie se sentit de plus en plus à l'aise. Il y avait une aisance dans leurs interactions, un sentiment de famille qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle observa Guillaume plaisanter avec Madame Thérèse. Charlotte éclata de rire, et son rire résonna dans la cabane. Elle remarqua la façon dont les yeux d'Élise s'adoucissaient chaque fois qu'elle regardait son fils, la fierté et l'amour évident dans chaque regard. Tandis qu'ils discutaient, partageant des histoires et des rêves, Lucie se sentit peu à peu intégrée dans ce cercle d'amour. C'est au cours d'un moment de calme, pendant que Élise et Madame Thérèse étaient occupées dans la cuisine, que Guillaume exprima enfin les désirs qu'il avait gardés dans son cœur. « Maman, Madame Thérèse, commença-t-il, prenant la main de Lucie. Lucie et moi, nous avons parlé de notre avenir, de la création de notre propre famille. » Élise écarquilla les yeux, les larmes montant déjà. Madame Thérèse se contenta de sourire, comme si elle attendait ce moment. « Mais nous ne voulons pas le faire seul, » continua Guillaume. « Nous voulons que vous fassiez partie de notre vie, jour après jour. » Lucie hocha la tête, serrant la main de Guillaume. « Ce que Guillaume essaie de dire, intervint-elle, c'est que nous aimerions que vous envisagiez de vous rapprocher de la ville près de nous. » Un silence s'installa. Élise et Madame Thérèse échangèrent un regard, une conversation silencieuse se déroulant entre elles. Finalement, Élise parla, sa voix tremblante d'émotion. « Guillaume, Lucie, rien ne nous rendrait plus heureuses, mais cette cabane, cette forêt, c'est notre maison. » Guillaume acquiesça avec une expression à la fois compréhensive et déterminée. « Je sais, maman, et je ne vous demande pas de renoncer à cela. Mais peut-être est-il temps, pour nous tous, de commencer un nouveau chapitre. » Madame Thérèse s'avança, posant une main réconfortante sur l'épaule de Élise. « Il a raison, Élise, dit-elle doucement. Notre maison est là où se trouve notre famille. Et notre famille est sur le point de s'agrandir. » Élise regarda autour d'elle les murs de la cabane qui avaient été témoins de tant de moments et de souvenirs. Puis elle tourna son regard vers Guillaume, vers la vie qu'il avait construite, vers la famille qu'il était en train de bâtir, et, avec un sanglot, elle acquiesça. « D'accord, murmura-t-elle, d'accord, faisons-le. » La pièce éclata en acclamations et en larmes, les câlins se multipliant et les projets se mettant en place. Lucie se retrouva de nouveau dans les bras de Élise. Mais cette fois, elle se sentit moins comme une étrangère et plus comme une fille. La maison que Guillaume avait achetée était parfaite, du moins selon lui. Elle était spacieuse, avec assez de pièces pour accueillir leur famille grandissante. Mais plus encore, elle avait du potentiel, le potentiel de devenir un vrai chez-soi. Élise et Madame Thérèse arrivèrent un jour ensoleillé de printemps, leurs quelques affaires empaquetées dans des cartons. Guillaume et Lucie étaient là pour les accueillir, leurs visages rayonnant d'excitation. « Bienvenue chez vous !» dit Guillaume en ouvrant grand la porte. Élise entra la première, sa main effleurant les murs, comme pour s'approprier ce nouvel espace. Madame Thérèse la suivit, son pas un peu plus lent mais son sourire tout aussi éclatant. Lorsqu'elle arriva dans le jardin, elle s'arrêta, son regard captivé par l'immense espace vert. « Ça, dit-elle, serait parfait pour un jardin. » Et ainsi commença la transformation. Pendant les jours et les semaines suivantes, la maison résonnait de bruit et d'activité. Les meubles étaient déplacés, les murs repeints, les souvenirs déballés et soigneusement disposés. Mais c'était dans le jardin que la véritable magie opérait. Sous la direction experte de Madame Thérèse, le terrain désert a été métamorphosé. Des plates-bandes de fleurs ont été plantées, des rangées de légumes ont été semées et même un petit étang a été aménagé avec des nénuphars et des poissons rouges. Élise et Madame Thérèse y passèrent des heures, les mains enfouies dans la terre, leurs visages tournés vers le soleil. Pour elles, c'était plus qu'un simple passe-temps. C'était un lien avec leur passé, un rappel de la maison qu'elles avaient laissée derrière elles. Au fur et à mesure que le jardin prospérait, les liens familiaux se resserraient. Les dîners devenaient des moments bruyants et joyeux, avec Lucie insistant pour apprendre les recettes traditionnelles de Madame Thérèse. Un jour, elle promit « Je serai celle qui cuisinera pour vous tous ». Les soirées étaient consacrées aux jeux de société et aux échanges d'histoires, Élise et Madame Thérèse racontant des récits de leur temps passé dans la forêt, tandis que Guillaume et Lucie parlaient de leurs espoirs pour l'avenir. C'est lors d'une de ces soirées que Guillaume exprima enfin le désir qu'il nourrissait. « Maman, Madame Thérèse, commença-t-il, Lucie et moi, nous pensons à avoir un bébé.
La pièce fut un instant silencieuse avant d'exploser en un chœur de félicitations et de larmes de joie. Élise étreignit son fils avec force, sa voix nouée par l'émotion. « Tu seras un père merveilleux » murmura-t-elle. Madame Thérèse hocha la tête, son sourire doux et sage. « Cet enfant aura de la chance, » et dit-elle, « d'avoir une famille comme celle-ci. Je m'excuse pour l'erreur, je vais ajuster la traduction pour retirer cette partie. » Quelques mois passèrent, et un jour, alors qu'il marchait dans les couloirs de l'hôpital, Guillaume croisa Marc, maintenant complètement rétabli. Marc renouvela son invitation à dîner chez lui. Guillaume, un peu gêné, accepta. Guillaume ajusta sa cravate pour la énième fois en se dirigeant vers la porte d'entrée de Marc. Marc ouvrit la porte avec un sourire accueillant, faisant signe à Guillaume de rentrer avec un geste amical. « Guillaume, je suis content que tu sois venu. » Guillaume sourit, essayant de chasser son appréhension. « Merci de m'avoir invité, Marc. J'apprécie l'occasion de mieux connaître ta famille. » En entrant dans la salle à manger, Marc présenta Guillaume à sa grand-mère. Amélie était une femme âgée avec des cheveux gris et des yeux perçants qui le fixaient avec une intensité déconcertante. Marc avait pris soin de sa grand-mère depuis le jour où ses parents étaient morts dans un terrible accident de voiture. « Guillaume, l'homme qui a sauvé ma vie. » Guillaume tendit la main, mais Amélie ne fit aucun mouvement pour la saisir. Elle continua plutôt à le fixer, son expression impénétrable. « C'est un plaisir de faire votre connaissance, madame, » dit Guillaume en essayant de dissimuler son malaise. Le dîner commença par des conversations courtoises, mais Guillaume ne pouvait s'empêcher de remarquer les regards insistants d'Amélie. On aurait dit qu'elle tentait de résoudre une énigme, assemblant les pièces d'un mystère qu'elle seule connaissait. Ce n'est que pendant le dessert qu'elle parla enfin, sa voix basse mais claire dans le silence de la pièce. « Vous lui ressemblez, vous savez ?» dit-elle, les yeux rivés sur le visage de Guillaume. Guillaume cligna des yeux, perplexe. « Pardon ?» James, continua Amélie. « Mon cher James, vous êtes son portrait craché. » « Guillaume, pourriez-vous nous parler un peu de votre famille ?» demanda Amélie, sa voix douce mais curieuse. Guillaume hocha la tête, bien qu'il ressentît un pincement au cœur en pensant à sa mère et à Madame Thérèse. « Eh bien, ma mère s'appelle Élise. Elle m'a élevé seule avec l'aide de Madame Thérèse, une femme incroyable qui nous a pris sous son aile lorsque nous en avions le plus besoin. Mon père, je ne l'ai jamais connu. Il nous a abandonnés peu après ma naissance. » Amélie le regarda comme si elle voyait un fantôme, les yeux remplis de larmes en reconnaissant les traits de James dans le jeune Guillaume. La pièce tomba dans un silence plein d'attente. « Guillaume, dit-elle enfin, sa voix tremblante, ton visage me rappelle quelqu'un que j'ai connu, un homme nommé James. » Marc, qui écoutait jusqu'alors en silence, devint livide. Il observa Guillaume de plus près, remarquant pour la première fois les traits familiers dans le jeune médecin. « Grand-mère, de quoi parles-tu » demanda Marc, la voix tremblante. Amélie soupira profondément, perdue dans des souvenirs enfouis depuis des décennies. La pièce resta silencieuse, l'attention palpable. Marc regardait tour à tour sa grand-mère et Guillaume, manifestement aussi perplexes que les autres. Amélie soupira, et un instant, il sembla que le poids des années pesait sur elle. « James était mon premier amour, dit-elle, le véritable amour de ma vie. » Elle poursuivit en racontant son histoire, sa voix prenant de la force à chaque mot. Elle parla d'un amour jeune et passionné entre une femme noire et un homme blanc, de rencontres secrètes et de promesses murmurées. Mais elle parla aussi du devoir et de l'obligation, d'un mariage arrangé avec son défunt mari Denis. « Je pensais pouvoir l'oublier, dit-elle, les yeux embrumés de souvenirs. Je pensais pouvoir être heureuse avec Denis, mais ensuite j'ai découvert que j'étais enceinte et je savais que le bébé était celui de James. » Un murmure collectif envahit la pièce. Marc se leva, le visage pâle de choc. « Grand-mère, que dites-vous ? Vous voulez dire que Denis n'était pas mon vrai grand-père ?» Amélie hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Il savait, murmura-t-elle, il savait tout le temps. Mais il m'aimait et il aimait ton père. Il a gardé mon secret, même sur son lit de mort. » Guillaume était abasourdi, l'esprit en ébullition. L'histoire d'Amélie, la ressemblance qu'elle avait remarquée avec Marc, le dîner se poursuivait, mais une tension palpable flottait dans l'air. Amélie restait silencieuse, son regard lointain et ses mains légèrement tremblantes. Marc, de son côté, semblait lutter contre ses propres émotions. Il alternait entre fixer son assiette et jeter des regards interrogateurs à sa grand-mère. Finalement, au moment du toast traditionnel, Marc se leva. Il leva son verre, croisant le regard de Guillaume. « Un toast, dit-il, sa voix légèrement tendue, à Docteur Guillaume, l'homme qui a sauvé ma vie. » C'est alors qu'Amélie craqua enfin. Avec un sanglot déchirant, elle enfouit sa tête dans ses mains, ses épaules secouées par la force de ses larmes. « Je ne peux plus continuer, » gémit-elle. « Je ne peux plus garder ce secret. » La pièce tomba dans le silence, tous les regards se tournant vers la vieille femme. Avec des mains tremblantes, Amélie releva la tête, son regard embué de larmes. « Guillaume, dit-elle, la voix brisée, il y a quelque chose que je dois te dire. » Amélie le regarda, les yeux brillants d'une compréhension nouvelle. «
Tu es l'arrière-petit-fils de James, dit-elle. Tu es le fils de Marc. Tu fais partie de cette famille, Guillaume. Je le savais. Je le savais depuis le moment où je t'ai vu. Et quand tu as raconté ton histoire, tout s'est éclairci. La pièce éclata en un chœur de voix, de questions et d'exclamations, mais Guillaume n'entendit à peine les murmures, son esprit encore chamboulé par la révélation. Toute sa vie, il avait ressenti l'absence de son père comme une douleur sourde, un morceau manquant dans le puzzle de son identité. Le silence qui suivit était assourdissant. Marc regardait sa grand-mère, le visage masqué par le choc et l'incrédulité. « Comment as-tu pu garder ce secret ?» murmura-t-il finalement. Toutes ces années, Amélie baissa la tête, les larmes coulant sur ses joues. « J'avais peur, avoua-t-elle, peur du scandale, de ce que les gens pourraient penser. Mais surtout, j'avais peur de te perdre, de perdre ma famille. » Guillaume regarda l'échange, son propre cœur se serrant. La révélation d'Amélie tombe comme une bombe dans la pièce. Le silence qui suit est assourdissant, brisé seulement par le souffle lourd de Marc. « Comment as-tu pu » murmura-t-il finalement, la voix tremblante d'émotion. « Comment as-tu pu garder un tel secret ? De papa ? De moi ?» Amélie regarde son petit-fils, les yeux brillants de larmes non versées. « Ce n'était pas facile, Marc, ça n'a jamais été facile. Mais tu dois comprendre, c'était des temps différents. » Elle se lève, marchant vers la fenêtre. Son regard se perd dans le lointain comme si elle voyait un passé que seule elle peut percevoir. À cette époque, dit-elle, un amour comme le nôtre, ce n'était pas accepté. Une femme blanche et un homme noir, c'était impensable. Ma famille, la société, ne l'aurait jamais permis. Marc secoue la tête, la déception et la colère se disputant sur son visage. Alors, au lieu de te battre pour ton amour, tu as choisi de vivre un mensonge, de tromper papa, de me tromper. Amélie se tourne vers lui, son expression suppliant. « J'aimais ton grand-père, Marc. À ma façon, je l'aimais vraiment. Il m'a apporté stabilité et sécurité. » Marc arpente la pièce, passant ses mains dans ses cheveux dans un geste de frustration. « Et James, qu'en est-il de lui ?» exige-t-il. « As-tu jamais pensé à sa famille ? À la douleur que ton silence pourrait causer ?» Guillaume, qui observe l'échange avec un mélange de choc et de compréhension, prend enfin la parole. « Je pense, dit-il doucement, que nous avons tous souffert à cause de ce secret. Ma mère et moi, nous avons vécu avec les conséquences de décisions prises il y a longtemps. » Amélie le regarde, ses yeux suppliants. « Je suis tellement désolée, murmure-t-elle. Je n'ai jamais voulu causer autant de douleur. J'essayais simplement de survivre, de construire une vie dans un monde qui n'était pas prêt pour notre amour. » Marc regarde sa grand-mère, la colère dans ses yeux tempérée par une lueur de compréhension. « Je ne peux pas dire que je comprends, dit-il finalement. Je ne peux pas dire que je pardonne. Ton secret a détruit ma famille. Je pensais que Élise m'avait trahi, que Guillaume n'était pas mon fils. J'étais un lâche. J'ai abandonné ma propre famille. » Guillaume regarda Marc avec un mélange de colère et de soulagement dans le cœur. Seules quelques minutes s'étaient écoulées depuis la révélation d'Amélie, mais cela ressemblait à des années. « Guillaume, je ne sais pas par où commencer, » dit Marc, sa voix brisée. « Je n'aurais jamais pensé que ce jour arriverait. Il n'y a pas d'excuse pour ce que j'ai fait. » Guillaume serra le poing, luttant pour rester calme. « Tu as abandonné ma mère et moi. Tu nous as laissés seuls au pire moment. Aucune excuse ne pourra réparer ça, » répondit-il fermement. Marc baissa la tête, ressentant le poids de ses actes. « Je sais que j'étais un lâche. J'ai laissé mes propres peurs et insécurités me dominer. Quand j'ai vu Guillaume, je ne savais pas comment affronter la vérité. J'ai fui parce que c'était plus facile que de faire face aux conséquences de mes actes. » Guillaume le regarda avec une intensité qui fit frémir Marc. « Sais-tu à quel point cela a été difficile pour ma mère ? Pour moi ?» dit Guillaume, la voix tremblante de rage. « Élise a dû se battre seule. Si ce n'avait été pour Madame Thérèse, je ne sais pas ce qui nous serait arrivé. Tu n'étais pas là pour nous voir grandir, pour nous soutenir. » Marc releva les yeux, les larmes aux yeux. « Guillaume, je regrette chaque jour de ma vie pour ce que j'ai fait. Je ne peux pas changer le passé, mais je veux me racheter auprès de toi. Je veux te connaître, faire partie de ta vie si tu le veux bien. » Guillaume resta silencieux un moment, luttant avec ses émotions. Enfin, il parla d'une voix froide et contrôlée. « Je te pardonne, Marc, mais pas parce que tu veux faire partie de ma vie maintenant. C'est parce que j'ai besoin d'avancer, pour mon propre bien. Ma loyauté et mon amour vont à ma mère et à Madame Thérèse, qui m'ont élevé avec tant d'affection et de dévouement. Elles sont ma véritable famille. » Marc hocha lentement la tête, acceptant les paroles de Guillaume. « Je comprends et je respecte cela. J'espère simplement qu'avec le temps, nous pourrons construire quelque chose, n'importe quoi, » dit-il, la voix brisée. À ce moment-là, Amélie, qui avait observé la confrontation depuis l'entrée, commença à se sentir mal. Son visage pâlit et ses mains tremblaient, visiblement. « Grand-mère !» s'exclama Marc en la voyant chanceler. Tout le monde accourut pour l'aider et dans un chaos d'inquiétude et de peur, ils la conduisirent à l'hôpital où Guillaume travaillait. Aux urgences, Guillaume prit les choses en main, stabilisant Amélie avec la précision et le calme qui le caractérisaient en tant que médecin. « Nous devons la préparer pour une opération immédiatement, » dit Guillaume à son équipe, sa voix ferme mais empreinte d'inquiétude.
Je ne laisserai rien lui arriver. » L'opération fut tendue. Guillaume, le cœur battant, se concentra sur chaque détail, refusant de laisser ses émotions interférer avec ses compétences médicales. Enfin, après ce qui sembla être des heures interminables, il réussit à la stabiliser. « Elle n'est plus en danger, » dit Guillaume en sortant de la salle d'opération. « Mais elle a besoin de repos et de récupération. Merci Guillaume. »« Je ne sais pas comment te remercier, » dit Marc, les yeux emplis de gratitude et de remords. Guillaume hocha la tête, fatigué mais soulagé. « J'ai fait ce que je devais faire. Maintenant, l'important était qu'elle se rétablisse. » Guillaume rentra chez lui ce soir-là avec le cœur lourd, mais déterminé à trouver du réconfort dans les bras de ceux qui avaient toujours été à ses côtés. En ouvrant la porte, Élise et Madame Thérèse l'accueillirent avec des sourires chaleureux et des étreintes réconfortantes. Sentir l'amour et la familiarité de sa maison lui donna la force nécessaire pour affronter ce qui s'était passé. « Guillaume, mon fils !» s'exclama Élise en le serrant fermement dans ses bras. « Comment s'est passée ta journée ?» Guillaume la serra fort, ressentant la chaleur et la sécurité que sa mère lui offrait toujours. « C'était une longue journée, maman, mais je suis là, et c'est ce qui compte, » répondit-il, évitant délibérément de mentionner les révélations tumultueuses de la nuit. Pendant les jours que Amélie passa à l'hôpital, Guillaume passa du temps à ses côtés chaque fois qu'il le pouvait. La récupération fut lente, mais leurs conversations aidèrent à apaiser la tension pour tous les deux. Un après-midi, alors que Guillaume ajustait la perfusion intraveineuse, Amélie l'appela d'une voix douce. « Guillaume, je veux te parler de ton arrière-grand-père James, dit-elle, sa voix à peine un murmure. Guillaume s'assit à côté de son lit, prenant sa main. « Dis-moi, je veux tout savoir. » Amélie sourit faiblement, son regard se perdant dans des souvenirs lointains. James était un homme incroyable, non seulement pour son apparence, ce qui est là où tu lui ressembles tant, mais pour sa gentillesse et son cœur généreux. Il était toujours prêt à aider les autres, quelles que soient les circonstances. Tu possèdes cette même qualité, Guillaume. Tu es aussi noble que lui. Guillaume écoutait attentivement, chaque mot ajoutant une nouvelle pièce au puzzle de l'histoire de sa famille. C'est un honneur d'entendre cela. J'ai toujours essayé d'être une bonne personne, mais savoir que je partage ces qualités avec mon arrière-grand-père me donne une nouvelle perspective. Les jours passèrent, et bien qu'il y ait eu des moments d'amélioration, la santé d'Amélia commença à se détériorer à nouveau. Guillaume resta fort, assumant ses responsabilités à l'hôpital et veillant à ce qu'Amélia reçoive les meilleurs soins possibles. Une nuit, il reçut un appel urgent alors qu'il était chez lui, avec Élise et Madame Thérèse. « Guillaume, tu dois venir, c'est Amélia, » dit l'infirmière d'un ton grave. Guillaume arriva rapidement à l'hôpital. Il s'assit au chevet d'Amélia, lui tenant la main alors qu'elle peinait à respirer. « Guillaume !» murmura Amélia, sa voix faible. « Je suis là, ne t'inquiète pas !» répondit Guillaume en essayant de rester calme. Amélia le regarda avec des yeux remplis de larmes. « Je suis désolé pour tout, pour ne pas t'avoir dit plus tôt, pour toute la douleur que cela a causée. J'espère que tu pourras me pardonner. » Guillaume lui serra doucement la main. « Je te pardonne. L'important était que nous connaissions maintenant la vérité. Tu as été courageuse de nous la dire, et c'est ce qui compte. » Amélia esquissa un petit sourire, ses yeux emplis de gratitude. « Merci Guillaume, tu es un homme merveilleux. James serait tellement fier de toi. » Avec ces mots, Amélia ferma les yeux, et sa respiration ralentit jusqu'à s'arrêter enfin. Guillaume ressentit une profonde tristesse, mais aussi une paix, sachant qu'il avait pu lui offrir le pardon dont elle avait si désespérément besoin. Le jour de la mort d'Amélia, Guillaume sentit un nouveau poids dans son cœur. En rentrant chez lui, il décida qu'il était temps de dire à sa mère Élise la vérité sur ses origines. La vérité qu'il avait découverte l'avait changé, mais il savait qu'elle changerait aussi sa mère. « Maman, il faut que je te parle, » dit Guillaume, sa voix tremblante légèrement alors qu'ils étaient assis dans le salon. Élise le regarda avec inquiétude, remarquant le sérieux dans ses yeux. « Bien sûr, mon fils. Dis-moi, que se passe-t-il » Guillaume prit une grande respiration avant de commencer. Il raconta à Élise tout, les retrouvailles avec son père et la découverte de ses origines à travers son arrière-grand-mère. Élise écouta en silence, son expression passant de la surprise à la compréhension. « Je savais toujours qu'un jour, la vérité se révélerait, » dit finalement Élise d'une voix calme. « Je ne savais pas exactement ce que c'était, mais je suspectais toujours qu'il y avait quelque chose que l'on ne nous avait pas dit. » Guillaume ressentit un soulagement en entendant les mots de sa mère. Il avait craint sa réaction, mais voir sa mère accepter la vérité avec une telle sérénité lui apporta la paix. « Maman, je suis désolé de ne pas l'avoir su plus tôt, mais maintenant que je le sais, je voulais que tu le saches aussi, » dit Guillaume en prenant la main de Élise. « L'important, c'est que nous connaissons maintenant la vérité, » répondit Élise. Marc, de son côté, avait essayé plusieurs fois de contacter Élise pour demander pardon. Cependant, Élise, après avoir été abandonnée et profondément blessée, ne voulait plus jamais le revoir. Ses tentatives de réconciliation avaient été vaines. Après la mort d'Amélie, Marc, qui avait déjà été marié 3 fois, vivait seul.
Ses journées étaient remplies de pensées sombres concernant le jour où il avait abandonné sa femme et son fils unique. « Maman, Marc veut te parler, il veut s'excuser », dit Guillaume un jour. Élise secoua la tête, son expression résolue. « Non, Guillaume, je ne veux plus rien de lui. J'ai traversé trop de choses et je n'ai pas besoin de lui dans ma vie pour demander pardon. Ce qui compte maintenant, c'est d'avancer et de prendre soin de notre famille. » Avec le soutien de Lucie, Élise et Madame Thérèse, Guillaume se préparait pour un avenir prometteur. La révélation de ses origines n'a pas changé sa détermination, ni l'amour qu'il porte à sa famille. Au contraire, cela lui a donné une nouvelle perspective et une force renouvelée pour affronter tout ce qui se présentera. Le temps passa, et un jour, Lucie donna naissance à une magnifique petite fille. Guillaume la tint dans ses bras, ressentant un mélange d'émerveillement et de responsabilité. Élise et Madame Thérèse se tenaient à ses côtés, leurs visages illuminés de joie. « Elle est parfaite », dit Guillaume en regardant sa fille avec tendresse. « Elle l'est, mon fils », répondit Élise, les yeux remplis de fierté. « Nous allons faire en sorte qu'elle grandisse avec amour et avec les valeurs que toi et Madame Thérèse m'avez transmises, » dit Guillaume d'une voix ferme. « Je veux qu'elle sache ce qu'est la résilience et l'amour inconditionnel. » Guillaume et Lucie s'adaptèrent à la vie avec leur nouvelle fille, entourés du soutien et de l'amour de Élise et Madame Thérèse. Chaque jour était un nouveau défi, mais aussi une nouvelle opportunité de construire l'avenir qu'il désirait. Guillaume avançait avec une nouvelle clarté et un nouveau but, reconnaissant l'amour et le soutien qui l'entouraient toujours. Il savait que, peu importe ce que l'avenir leur réservait, sa famille elle était prête à l'affronter ensemble, et avec sa fille dans les bras, il regardait l'avenir avec espoir, déterminé à transmettre les valeurs d'amour et de résilience qu'il avait apprises de Élise et Madame Thérèse. Salut à tous, nous arrivons à la fin d'une autre histoire émouvante et inspirante. Le parcours de Guillaume, Élise et Madame Thérèse nous montre la force de la résilience, de l'amour inconditionnel et l'importance de faire face à la vérité, aussi difficile soit-elle. Dans cette histoire, nous avons vu comment l'amour entre Amélie et James a été confronté à des défis majeurs en raison de la discrimination raciale, une réalité sévère pour beaucoup. Mais nous avons également vu comment la vérité et l'amour peuvent surmonter les plus grands obstacles. Ces expériences nous rappellent la force intérieure que nous possédons pour lutter contre l'injustice et construire un avenir meilleur pour tous. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker, à la partager avec vos amis et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui soulignent l'importance de l'empathie, de la résilience et de l'inspiration. Et souvenez-vous, chacun de nous a la capacité de surmonter les défis et de bâtir un avenir radieux, peu importe la noirceur des circonstances. À bientôt dans la prochaine vidéo, prenez soin de vous et restez inspirés.